Bon, ben, on va attaquer. Hop, c'est parti. Donc, l'objectif, c'est un peu de vous donner notre regard à nous sur les questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui sont de plus en plus invasives, hein, quand même, ouais, on peut dire assez invasives, et comment essayer de leur redonner du sens et comment le design peut être un des acteurs qui peut permettre peut-être de redonner un peu de sens à toutes ces nouvelles technologies qui ont tendance aujourd'hui à être de plus en plus prégnantes dans notre quotidien. Et comme je vous le disais, je vais commencer par présenter un peu Helium Studio. Donc Helium Studio, c'est un studio de design produit et de design global que j'ai cofondé avec Marc Berthier, Frédéric Lins et Élise Berthier en 2002. Donc ça fait 18 ans aujourd'hui qu'on a créé le studio. Et ouais, on a une activité que je vais vous présenter qui sont dans différents domaines, mais vraiment axée autour du design produit principalement. Je fais une petite nuance là, un peu sémantique, on va dire, sur la terminologie de studio, auquel on est assez attaché, plus qu'une agence. Alors, c'est effectivement, comme je vous le disais, peut-être un petit peu une enfin de sémantique, mais on a une organisation qui est très horizontale et très collaborative, plus proche de notre vision nous du studio que d'une agence qui parfois ont des organisations plus verticales. Et un peu moins collaborative, hein, et on travaille vraiment tous ensemble, hein. On est une équipe de 10 personnes aujourd'hui, donc on est 10 personnes fixes avec comme spécificité d'être tous designers. On n'a pas d'autres profils que des designers au sein de l'équipe, avec des formations différentes, des sensibilités différentes, ce qui fait un peu à la fois la spécificité, le charme de l'équipe. Donc voilà, il faut parfois aligner un peu les avis quand on travaille sur un projet, j'en reparlerai un peu plus loin. Et on est installé à Paris dans le 19e, dans un lieu que je peux malheureusement pas vous montrer, mais vous voyez une partie du lieu ici. On a, comme je vous le disais, on a 4 grands domaines d'activité. Enfin, je vais vous présenter un petit peu. On est en fait donc on a une approche globale autour du design industriel. Donc ce que là je qualifie de design industriel, j'y reviendrai, c'est tout le design d'objets en particulier, qui va aller de l'horlogerie. Je vais vous montrer quelques exemples de réalisation. On a fait beaucoup d'électroménager. J'ai entendu qu'il y avait une personne qui venait de chez Schneider, donc on a eu plusieurs collaborations avec Schneider Electric et dans différents domaines. Donc là, des activités assez diverses dans le design de produits depuis le début. Voilà. On a, et on va faire un focus aujourd'hui un petit peu plus spécifiquement sur cet aspect-là, depuis une dizaine d'années développé pas mal de projets autour de l'écosystème d'objets connectés. Principalement avec Withings, comme l'a évoqué Jean-Baptiste au début, mais pas seulement, évidemment. Après, il y a eu une sorte d'effet d'halo. On a des collaborations récurrentes avec pas mal de startups et maintenant même de grandes entreprises autour de cette thématique-là. Je vais développer un peu plus loin les spécificités de l'approche que nous oblige à avoir aujourd'hui de travailler sur des objets de cette typologie-là, de cette nature-là, parce que ça rebat un peu les cartes sur l'approche qu'on avait l'habitude d'avoir sur le design de produits classiques, qui constitue un petit peu la base de notre activité au début. On n'est pas des spécialistes de l'UX, de l'UI, design d'interface, mais évidemment, on est quand même obligé d'aborder cette thématique-là parce que dans les objets connectés aujourd'hui, ça fait partie de l'écosystème et on peut pas travailler en silo et décorréler les choses. Ce qui fait que on est monté aussi en compétences et aujourd'hui, on accompagne pas mal de projets sur le design d'interface de façon à proposer. Alors, j'aime pas trop ce terme un peu valise, mais on parle beaucoup de design d'expérience. Allez, utilisons-le pour essayer de proposer des expériences qui soient les plus cohérentes possibles et les plus fluides et voilà, qu'on n'ait pas de dichotomie entre le travail du design produit d'un côté et tout ce qui pourrait être fait en termes d'interface et d'écran derrière, parce qu'il y a des liens très forts entre les deux. Là aussi, on n'est pas un spécialiste de ça, mais on aime bien avoir dans l'approche globale qu'on propose aux entreprises une approche aussi sur le packaging. Donc, régulièrement, on est sollicité pour ça, uniquement bien sûr quand on a dessiné le produit. Ça nous permet d'avoir à la fois de proposer, alors je reprends ce terme un peu valise, d'expérience, mais une expérience assez complète et essayer aussi d'interroger beaucoup sur la fonction du packaging. C'est pas le but aujourd'hui de l'intervention, mais on est assez sensibilisé, bien sûr, depuis quelques années sur toutes les approches d'éco-conception, d'éco-responsabilité. Et tout ce travail qu'on peut avoir sur la façon dont on vient présenter, protéger un produit, c'est des choses qui nous intéressent assez. Voilà.
Et une des spécificités aussi du studio, c'est d'avoir cette capacité à accompagner très en aval les projets. Donc, on essaye bien sûr d'en monter le plus possible en amont quand on est consulté sur un projet. Mais on a cette capacité d'accompagner très en aval les projets. Là, on n'est pas un bureau d'études, on n'est pas des ingénieurs, on se revendique surtout pas et absolument pas, on ne revendique pas ces compétences-là. Mais par contre, on accompagne très très en aval les projets sur lesquels on est amené à travailler jusqu'au suivi d'industrialisation pour être sûr que le design qu'on a proposé est réalisé correctement. Voilà. Pour finir un peu le panel, pour continuer plutôt, voilà, quelques références d'entreprises avec lesquelles on a l'habitude de collaborer. Donc là, c'est pour montrer un peu la diversité. On s'attache vraiment à avoir une grande diversité de collaboration et ne pas se spécialiser dans un domaine, ce qui n'est pas toujours évident en France, parce que quand on est designer, on a vite tendance à nous mettre dans une catégorie et on a collaboré pendant 12 ans, par exemple, avec le groupe SEB, autour de l'électroménager. Je vous montrerai quelques exemples derrière. Et ça a été des années où à la fin on était un peu identifiés comme des designers d'électroménager et on avait du mal à sortir de cette filière-là, quoi. C'était pas toujours évident. Donc voilà, on est assez attaché à garder des collaborations aussi bien avec des grands groupes qu'avec des startups et dans des domaines qui vont aller de la grande distribution au luxe. Enfin là, on essaie de garder des collaborations les plus diverses possibles. Bon là, je vais passer rapidement sur le tableau des médailles. Mais on a reçu pas mal de prix effectivement ces dernières années et bon, les fameux CES Innovation Awards qui sont plutôt plus spécifiquement orientés sur des projets intégrant la nouvelle technologie et principalement les objets connectés. Voilà, ça va passer vite. Et là, juste pour que vous ayez un aperçu un petit peu des projets sur lesquels on a été amené à travailler. Donc voilà, quelques exemples de projets dans l'univers domestique qui vont aller la fameuse radio Tico, qui est un peu un produit iconique et emblématique aujourd'hui dans notre portfolio. Quels exemples de réalisation avec le groupe SEB, Roventa principalement, Toto, qui est une marque de robinetterie japonaise, et puis de l'électronique avec Swiss Voice. Là, je vais passer aussi rapidement, mais c'était pour montrer un travail global qui avait été mené sur une dizaine d'années. Alors, il y a des projets qui datent de 2001, 2002, dans ce que vous voyez là, et d'autres qui datent de 2010, 2012. Mais on a essayé de construire et d'accompagner Roventa dans la construction d'une identité de marque pour essayer de trouver des codes transversaux, même si on était sur des typologies de produits très différents. On reviendra un peu. On a des collaborations aussi dans l'univers des accessoires personnels. Donc là, ça va aller sur il y a Tiberge qui est un carnet haut de gamme et qui est lié à une application et qui permet de pouvoir numériser ses notes assez facilement. Bell & Ross, qui est une marque d'horlogerie française, pour qui on a dessiné la BR01. On a fait plusieurs collaborations avec Seiko et avec la Chine, avec une entreprise qui s'appelle Chotai Fook, qui est spécialisée dans la bijouterie, et principalement des bijoux en or. Voilà. Un domaine qui nous intéresse particulièrement et sur lequel aujourd'hui, depuis quelque temps, on appuie beaucoup nos collaborations, c'est tout ce qui est le domaine de la santé et du bien-être. Quand je disais en introduction qu'on aime bien donner du sens à la technologie, là, il y a un sens qui est un petit peu consubstantiel à la nature des projets, qui fait que ce sont des projets qui nous intéressent particulièrement. J'y reviendrai un peu plus tard. Parce que justement, avec toutes ces nouvelles technologies, on est en train d'assister à un changement de paradigme et une nouvelle façon d'aborder justement le domaine de la santé, qui nous semble nous particulièrement intéressant. Et je pense que le design et les designers ont un rôle à jouer dans ce domaine-là. Les nouvelles technologies, toujours. Bon, là, je vais passer vite, mais des collaborations avec EDF, des appareils de musique. Un panorama de la collaboration avec Withings, mais ça, je vais revenir un petit peu plus loin, qu'on accompagne depuis 10 ans maintenant. Et dans le domaine de la mobilité, on a des collaborations avec plusieurs entreprises. Donc à gauche, c'est un vélo qui est un vélo partagé, qui est proposé pour les agglomérations, qui est une approche assez bienveillante en fait, de ces vélos partagés qui ont parfois tendance à envahir les villes de manière un petit peu anarchique. Et là, le concept était de développer un vélo qui permet de ramener un petit peu d'ordre, sans rentrer dans le détail de ce projet-là, mais il y a aujourd'hui, là, vous voyez des électroaimants qui sont placés sur les côtés du cadre et qui permettent de venir stacker, c'est-à-dire un peu comme des caddies de supermarché, on peut ranger les vélos les uns à côté des autres pour limiter l'emprise au sol et surtout éviter qu'ils soient déposés n'importe où et inciter les utilisateurs à venir
ranger correctement les vélos. C'est des vélos électriques. Voilà, bon, après il y a poussettes pour bébé confort, trottinette électrique et des drones, mais qui est un drone professionnel, donc n'est pas un drone de loisir. Voilà, pour faire de la topographie, de la surveillance, spécialisé dans la surveillance aussi de terrains agricoles. Voilà. Alors, je vais pas me lancer dans le travail ambitieux de redéfinir le design, mais c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies et globalement depuis quelques années, le design est un métier qui a pas mal évolué. Et principalement parce que, comme toute discipline qui se structure et qui se développe, même si c'est une activité qui a plus d'un siècle, hein, il y a pas mal de designers qui le savent aujourd'hui, mais depuis une vingtaine d'années, on aperçoit un petit peu à une segmentation par spécialité du design, qui fait que le designer, qui a toujours été un peu un généraliste, est en train de se spécialiser de plus en plus. Et aujourd'hui, on parle de design stratégique, de design graphique, de design de service, de design management, de design packaging, de design d'interaction, de design produit. C'est un peu inhérent à toutes les disciplines comme ça qui ont tendance, et c'est plutôt bien, bon, qui ont tendance à se développer et qui ont tendance du coup à prendre une emprise et à avoir de plus en plus importante. Donc des champs d'action de plus en plus importantes. Et puis, comme toute discipline, à un moment, il faut commencer à créer des spécialités pour pouvoir adresser de manière un peu plus fine chacun des aspects de la spécialité. Ce qui, bon, à la fois est assez intéressant, mais en même temps qui pose un certain nombre de problèmes parce qu'on voit que autour de cette approche, de cette segmentation du design auquel on est en train d'assister depuis une vingtaine d'années. Je vais passer assez vite cette partie-là. Des fois, je fais des interventions un peu plus longues là-dessus, mais il y a cette fameuse approche du design thinking qui a tendance à venir aujourd'hui être omniprésente dans la façon dont les designers, en tout cas même dans s'interfacent avec les entreprises et dont même ils abordent leurs projets. J'ai rien contre le design thinking en tant que tel, c'est juste la façon dont aujourd'hui parfois il est un peu interprété et appliqué et dont il s'est approprié par les entreprises avec lesquelles on travaille, qui peut parfois poser problème parce que on est face à une approche qui s'apparente de plus en plus à une méthode, plus qu'à ce que moi je qualifie une approche de designer en tant que tel. Je vais pas entrer dans le détail. Alors le design thinking, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que des designers, j'ai dit qu'il y en avait quelques-uns, c'est en gros, alors il y a plein de façons de le formaliser, de le représenter, il y a différentes étapes, mais c'est toujours partir des besoins des utilisateurs. Bon, ça c'est un peu la base du design, donc là c'est pas une grande innovation que de dire ça, mais bon, le design thinking, en tout cas, la formaliser en tant que tel, avec une phase d'observation, de définition, ce qu'ils appellent de l'idéation imaginée, prototyper, tester et faire des boucles comme ça itératives entre ces différentes étapes de façon à essayer de proposer la meilleure réponse possible. En tant que tel, ça, pour moi, c'est les étapes que tout designer a toujours appliquées. Donc, bon, ça, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait discuter, on pourrait avoir un débat pour ceux qui s'intéressent après derrière autour de cette approche-là. Mais ça pose un certain nombre de questions. Et j'aime bien citer cette phrase d'Einstein, qui est que quand on applique une méthode, en fait, on peut vite être enfermé dans la méthode. Et quand la méthode prend le pas sur la créativité ou une recherche, finalement, on peut pas arriver à ce qui est la nature même du designer, d'essayer de déplacer l'angle de la caméra ou d'avoir un regard créatif sur un problème. Et voilà, j'aime bien cette phrase d'Einstein qui dit que la folie est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et effectivement, donc ces méthodes-là, elles sont intéressantes. Je les dénigre pas en tant que telles parce qu'il y a des points effectivement qui sont bien, mais il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans des méthodologies d'approche quand on est designer, parce que quand on s'enferme dans une méthodologie, on peut avoir finalement des résultats qui sont pas à la hauteur des attentes, et en tout cas, on fait abstraction de la créativité. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Cette fameuse approche de design thinking, et ça, nous, on l'a vu souvent apparaître. Alors là, c'est très caricatural, cette phrase est assez connue, mais j'aime bien la citer quand même, qui est que il y a souvent une confusion qui est faite entre partir des utilisateurs et demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Et cette confusion, elle pose un peu problème. Et on voit bien, parce que voilà, cette phrase l'illustre parfaitement, si on demande aux utilisateurs de se projeter sur des produits ou des services qu'ils ne connaissent pas, ils vont avoir énormément de mal à les formaliser. Quand bien même on mènerait l'entretien de manière, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, et finalement on se retrouve enfermé avec des réponses qui sont pas toujours les plus pertinentes. Et voilà, et cette phrase-là est à la fois assez drôle mais assez révélatrice, qui est que Ford disait, si il avait demandé aux gens ce qu'ils avaient voulu, ils auraient répondu des chevaux plus rapides et sûrement pas imaginé une voiture. C'est long. Voilà.
Donc j'aime bien cette approche-là, qui est de dire finalement, voilà, partir des besoins des utilisateurs, partir des usages, c'est très bien, mais tombons pas dans le piège d'essayer d'attendre qu'ils vont donner la raison. Et on arrive très souvent à ce que à cette boucle, comment j'appelle une boucle d'échecs. Et ça, on l'a vu souvent nous dans des consultations qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'une entreprise vient nous voir, elle a un produit qui marche pas très bien. Ils vont demander aux gens ce qui manque dans le produit. Ils intègrent de nouvelles fonctions et quand ils le remettent, ben en fait, personne n'utilise pas plus le produit. Et en fait, cette boucle d'échecs, elle est assez récurrente. Et il faut savoir effectivement, en tant que designer, parfois, voilà, il faut bien sûr observer, il faut regarder, il faut interpréter, mais il faut pas forcément chercher systématiquement de faire plaisir et d'écouter les utilisateurs en essayant de se dire tiens bah oui ils ont estimé qu'il y avait ça qui manquait, on va le rajouter et on va répondre au problème. C'est souvent une approche par le petit bout de la lorgnette, c'est pas une approche globale, c'est une approche un peu micro qui n'est pas, en tout cas de notre expérience, la plus pertinente. Et on arrive à un point auquel on est extrêmement attaché justement. Surtout, c'est pour ça que j'ai fait ce point assez rapide. Parfois, je le développe un peu de manière un peu plus longue sur la partie de cette méthodologie qui est aujourd'hui en train d'accompagner tous les métiers du design que j'ai balayé tout à l'heure, qui est que on peut répondre à des besoins, mais intrinsèquement, l'homme n'est pas un être de besoin, c'est un être de désir. Et cette phrase-là est extrêmement importante parce que derrière la notion de désir, ça veut dire qu'on dépasse en fait la notion de besoin pur. On peut avoir besoin, c'est consubstantiel en fait à l'être humain, et c'est ça qui est extrêmement intéressant quand on est designer. C'est que il y a des exemples assez connus. Voilà, pour se nourrir, on peut prendre une baguette de pain et puis une pomme, et puis ça sera très bien. Et physiologiquement, on aura répondu à nos besoins alimentaires. Mais on voit que quelle que soit la culture dans laquelle on se trouve, on a toujours besoin de cuisiner et d'essayer de dépasser ce besoin physiologique pour essayer d'apporter à la préparation des repas une notion aussi de désir et une notion de plaisir. Donc, il ne faut pas résumer les projets à ça, notre approche à ça, mais cette dimension-là est extrêmement importante quand on est designer, c'est comment on intègre cette notion de désir, de plaisir dans la notion de besoin qu'on va adresser. Et c'est là où pour moi, si je dois faire une définition du design, en tout cas, à défaut de faire une définition du design, m'appuyer sur des personnes qui ont largement contribué à définir et à s'interroger sur ce qu'était le design. Laszlo Moholy-Nagy, qui est pour ceux qui le connaissent pas, qui était un peintre, qui a enseigné au Bauhaus et qui définissait le design comme une attitude. Et c'est extrêmement important puisque comme une méthode justement, et c'est plus une façon d'être, une façon de regarder, une façon d'observer, une façon de voir, une façon de faire. Et c'est vraiment une attitude-là, cette attitude-là que le designer doit avoir. C'est pas une méthode en fait. Et Thomas Maldonado, qui était un peintre, designer et surtout un designer argentin extrêmement talentueux et qui a participé à l'école d'Ulm en Allemagne dans les années 50, qui est un des gros théoriciens de l'école d'Ulm, qui disait que justement le design est avant tout une activité créatrice. Et derrière cette notion de créativité, il y a toute la subjectivité qu'il peut y avoir derrière, mais qu'il faut pouvoir assumer et auquel nous on est attachés. Et il ne faut pas se départir de cette approche-là. Le designer est avant tout un créateur et le design est avant tout une activité créatrice. Même si parfois on est obligé d'utiliser des éléments de méthodologie pour s'interfacer correctement avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Je reviendrai un petit peu plus loin dessus. Donc si on veut faire un focus sur le design, il y a cette image qui est assez connue, c'est que le design c'est un dessin, dans le sens c'est une vision, et une vision qui est pas qu'individuelle, ça peut être une vision pour la société, et avoir une vision globale pour la société. Et je reviendrai aussi sur cette notion d'innovation. Et c'est aussi un dessin, parce qu'à un moment, cette vision, il faut la rendre tangible, il faut l'incarner dans quelque chose, dans un produit, dans un service. Et donc, c'est forcément quelque chose qui va être matérialisé, c'est une image, en tout cas, qui va faire la représentation de cette vision-là. Et le design, c'est d'arriver à concilier les deux dans quelque chose, dans un projet qui soit cohérent et qui ait du sens, surtout qui ait du sens. Voilà. Et pour illustrer ça et pour illustrer cette notion un peu de créativité et d'importance de subjectivité qui peut accompagner le design et qu'on n'est pas simplement dans le besoin, mais qu'on est aussi parfois dans le désir. Alors Philippe Starck a fait une très belle pirouette avec ce presse-agrumes très connu, le Juicy Salif qu'il avait dessiné pour Alessi il y a déjà plusieurs dizaines d'années et qui était extrêmement critiqué par tout le monde parce que tout le monde le trouvait intéressant esthétiquement, mais disait qu'il avait une spécificité, c'est qu'on ne pouvait rien presser avec. Et évidemment, bon, presser une orange ou un citron avec ce presse-agrumes-là, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique et plus pratique.
Et il a fait une belle pirouette, en tout cas c'est une pirouette, mais voilà, il disait, mon prince agrume n'est pas censé presser des citrons, mais on s'en sert pour commencer les conversations. Et on voit toute la dimension intéressante qu'il y a derrière un produit. Quand on est designer, c'est d'amener bien sûr une réponse aux besoins, mais c'est aussi de pouvoir aller sur une dimension qui va un peu aller au-delà de la fonction de l'objet, qui est cette dimension de plus subjective, mais qui est qu'est-ce que raconte un objet. Et les objets racontent une société, racontent une personne, sont témoins de ça, et du coup le designer injecter du sens qui ne soit pas que du sens fonctionnel, mais qui soit aussi un sens en tant qu'image, c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif et qui est extrêmement important. Ça participe énormément à l'appropriation des objets et des services dans leur usage par rapport à des utilisateurs. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si tout le monde suit pour l'instant, si ça va trop vite ou pas, si on est... Pierre, on te suit. Enfin, moi, je te suis parfaitement. Ok, parfait. Bon, je continue donc. Et on arrive à une partie qui est plus spécifiquement, une fois qu'on a balayé très rapidement, je ne suis pas trop étendu sur cette partie-là, mais c'était pour poser un peu le décor de notre regard, nous, et de la façon dont on perçoit le design et dont nous, en tout cas, on l'appréhende et on le définit entre guillemets. C'est un peu ce rapport entre design et technologie. Aujourd'hui, et je vais revenir, on vit, voilà, on vit de plus en plus entouré de technologies et donner du sens à la technologie, comme je le disais au tout début, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. C'est ce qui donner du sens, c'est ce qui fait que cette technologie-là, en fait, elle va pas être anecdotique et elle va pouvoir apporter vraiment quelque chose. Et je pourrais à un moment, d'ailleurs, on pourra distinguer, même si là j'en parle pas là, mais je distingue, en tout cas pour ma part, beaucoup la notion d'innovation et la notion de progrès. Alors, je pourrais détailler ça éventuellement un peu plus tard si vous voulez. Et j'aime beaucoup cette citation de Cedric Price, qui était un architecte britannique, qui est un architecte britannique, voilà, et qui dit "Technology is the answer, but what was the question?" Voilà. Et très souvent, on a tendance à prendre la technologie comme une finalité et non pas comme un moyen. Et c'est là où nous, en tant que designers, on se positionne. On considère vraiment la technologie. On ne considère jamais la technologie comme une finalité, jamais. On la considère toujours comme un moyen et il faut toujours la mettre à sa bonne place, en fait. Il faut la comprendre et il faut savoir l'utiliser pour lui donner du sens. Et donc, ne pas considérer que la technologie, pour la technologie, c'est un but en soi. C'est pas très intéressant, la technologie en soi. Il faut savoir, si on veut qu'elle s'intègre dans une notion de progrès, il faut vraiment qu'on puisse lui donner du sens et la mettre à sa place. Donc effectivement, la technologie aujourd'hui s'immisce de plus en plus dans notre quotidien, à tel point que si je reprends cette pyramide de Maslow qui a été un peu hackée, aujourd'hui on est de plus en plus dépendant de cette technologie-là, de cette technologie, et on voit aujourd'hui si on n'a plus de Wi-Fi, si on n'a plus de batterie, on est un peu paumé, on est un peu perdu. On s'appuie de plus en plus sur tous ces outils aujourd'hui qui nous accompagnent, qui nous entourent, et c'est quelque chose d'assez intéressant, mais qui peut être aussi assez inquiétant parce que finalement, c'est comment on arrive à la maîtriser et comment on arrive à faire en sorte justement que on ne devient pas d'une dépendance, comment je pourrais la qualifier? Je cherche le terme. Non maîtrisée de cette technologie. Pardon? Vital. Enfin, de manière vitale. Vital. Alors, il faut comprendre, et là j'en fais un petit peu un panorama de la diffusion de la technologie aujourd'hui dans les sociétés. C'est quelque chose qui a toujours été, qui est inhérent à toutes les nouvelles technos en fait. Aujourd'hui, effectivement, donc on a des objets connectés et la diffusion de ces objets connectés suit un process classique qu'on retrouve partout. Et j'illustre ça avec 3 exemples. Aujourd'hui, par exemple, quand on reprend l'heure, les premières horloges, c'était des horloges qui étaient situées au centre de la ville, qui étaient partagés par toute une communauté, par tout un village, par toute une ville, parce que c'était des produits qui étaient très compliqués, c'était très cher, et donc personne pouvait avoir une horloge chez soi, donc c'était les clochers, et on mettait ça au milieu de la ville, très souvent, donc ça pouvait être sur l'église. Il y en a une très belle à Paris, sur l'île de la Cité, qui est, je crois, la première horloge parisienne.
et qui était partagé par toute la population, et on allait voir l'heure quand on allait sur le lieu. Petit à petit, ça s'est diffusé, effectivement, c'est devenu familial, donc on avait une horloge dans la cellule familiale qui était partagée par toute la famille, donc ça commençait à devenir un petit peu plus démocratique entre guillemets, mais tout le monde n'y avait pas accès. C'est devenu personnel. On a pu avoir la montre sur des montres Gousset, et à la fin du 19e, début du 20e siècle, voilà, la montre commençait à devenir un objet personnel. On pouvait avoir l'heure sur soi. C'est devenu grand public au cours du 20e siècle. Tout le monde a pu avoir accès à ça. Au début, c'était assez réservé à une certaine catégorie de la population, mais c'est devenu assez élitiste. Et puis aujourd'hui, quand on regarde autour de soi dans une maison, je pense qu'en moyenne, si on n'a pas 5 à 6 appareils chez soi qui indiquent l'heure, que ce soit de sa box, de son four à micro-ondes, de son téléphone, de son radio-réveil, l'heure est devenue complètement banalisée et on la retrouve sur énormément de produits différents. Donc on voit qu'il y a eu cette diffusion comme ça de l'heure qui aujourd'hui ne se retrouve plus dans un produit qui l'incarne en tant que tel, mais qui se retrouve diffusé partout, sur tout type de produits qui n'ont plus comme fonction de donner l'heure, qui font d'autres fonctions, mais qui intègrent aussi cette fonctionnalité-là. La musique a suivi un petit peu le même processus. On pourrait faire le parallèle avec la musique. Au début, quand on écoutait de la musique, on était obligé d'aller dans des salles de concert, on allait dans des lieux qui étaient partagés. Il y avait un orchestre qui jouait de la musique, et puis on écoutait la musique. C'est devenu familial. Il y a eu les premiers phonographes qui sont arrivés. Donc, on avait un phonographe pour les familles qui avaient les moyens de s'en offrir un, et on se mettait autour du phonographe et puis on écoutait la musique. C'est devenu personnel, on a pu la voir de manière plus individuelle. C'est devenu très démocratique, grand public. Il faudrait que je réactualise un petit peu la dernière, mais aujourd'hui, la musique, elle se diffuse partout et on la retrouve aussi bien sur son smartphone que sur sa tablette, que sur son ordinateur, que sur son Apple Watch, et même dans des ampoules connectées aujourd'hui qui intègrent des fonctions de lecture de musique. Donc on voit que la musique se diffuse partout, et y compris dans des objets qui n'incarnent plus fondamentalement que cette fonction de musique, qui incarnent d'autres choses, mais on injecte cette fonction musique dedans. Et l'informatique, puisque c'est plus là-dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui, elle suit un peu le même process. C'est-à-dire que les premiers ordinateurs qui sont arrivés principalement après la Seconde Guerre mondiale étaient des ordinateurs partagés, principalement dédiés à la recherche aux universités. C'était dans des salles et c'était adressé à un petit nombre de personnes. Et pour avoir accès à l'ordinateur, il fallait aller sur le lieu pour pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités-là. C'est devenu familial, grosso modo, on va dire dans les années 80. Voilà, donc on avait l'ordinateur. Alors, pour ceux qui se souviennent de ces années-là, on avait même, il y a eu dans les années 80-90 toute une partie du mobilier qui dessinait des meubles informatiques pour la maison. Donc il y avait la table informatique, c'était vraiment la famille se retrouvait autour de l'ordinateur familial. C'est devenu personnel, principalement avec l'arrivée à la fin des années 90, dans les années 90, des ordinateurs portables. Là, on a pu avoir un ordinateur qui était à la fois mobile, qu'on pouvait avoir avec soi. Et puis aujourd'hui, l'informatique devient grand public et on la retrouve de plus en plus dans des objets du quotidien. Elle se diffuse de plus en plus aujourd'hui et elle a tendance à aller, et on retrouve cette fonctionnalité-là dans des produits qui ne sont pas des ordinateurs à proprement parler, mais qui embarquent une partie des fonctionnalités qui étaient liées à cette informatique-là. C'est ce que Mark Weiser, qui était le directeur du Xerox PARC dans les années 80 aux États-Unis, avait anticipé et qu'il a qualifié, et il appelait ça, là, il avait prédit ce développement de ce qu'il appelle cette informatique ubiquitaire, qui disait que la troisième vague de l'informatique à laquelle on commence à apparaître, c'est justement cette diffusion de cette technologie, de cette informatique dans nos objets du quotidien, reliés entre eux de manière connectée. Et aujourd'hui, c'est vraiment à quoi on assiste, et on est au début de cette vague-là, de cette informatique dite ubiquitaire qui est en train d'envahir, et donc il faut savoir comment on arrive à gérer et à maîtriser ça. Alors, cette diffusion de l'informatique, qui est une réalité depuis une dizaine d'années, et principalement à travers les objets connectés, fait qu'effectivement, de l'ordinateur personnel ou l'ordinateur qui était pendant longtemps le centre de l'informatique dans la maison, aujourd'hui se diffuse et commence à se diffuser dans des secteurs très différents et dans des objets qui vont reprendre cette connectivité-là, dans des secteurs très différents. Donc aujourd'hui, dans le sport, il n'y a plus un pratiquant de sport un peu intense qui ne va pas avoir une montre connectée de type Garmin qui va pouvoir monitorer toute une série de paramètres physiologiques et qui va permettre de contrôler ses performances. On le demande dans le domaine des loisirs, de la sécurité bien sûr,
de la sécurité avec sécurité de la maison, mais sécurité au sens large. Dans le domaine de la maison, donc aujourd'hui de plus en plus de maisons, on parle plus de domotique, mais c'est un peu la suite de cette domotique qui était apparue dans les années 80, et aujourd'hui beaucoup d'acteurs se penchent sur comment on peut arriver à connecter intelligemment la maison, ce qui est un vrai souci d'ailleurs. Dans le domaine de la santé, c'est un secteur extrêmement porteur aujourd'hui dans cette diffusion des objets connectés. Dans le domaine du transport, bien sûr, mais j'aurais pu en rajouter. Et on voit que cette informatique, elle envahit tous les champs de notre vie quotidienne, et elle est finalement assez invasive. Donc il faut arriver à la contrôler parce qu'on vit avec. C'est une technologie qui se rapproche du corps aussi bien physiquement, mais aussi qui se rapproche du corps même par la nature même des données qu'elle peut être amenée à remonter, à capter. Et puis on vit avec du matin au soir. Aujourd'hui, on peut se monitorer même quand on dort. Donc voilà, on oublie que maintenant on peut être entouré de cette technologie H24. Donc c'est pas anodin sur la façon dont on peut interagir avec, et même sur la nature des informations, des données qui sont récoltées et remontées par ces produits-là. Donc si on reprend le smartphone qui aujourd'hui centralise un petit peu, en tout cas dans l'univers des objets connectés, je suis obligé de resserrer un peu, on peut pas aborder tout, mais je parle beaucoup du smartphone parce que forcément c'est aujourd'hui un des produits avec lesquels on s'interface énormément, qui est arrivé donc il y a plus d'une dizaine d'années. Dans un premier temps, le smartphone, il a eu tendance à agréger un certain nombre de fonctions qu'on retrouvait dans des produits spécifiques. Et effectivement, aujourd'hui, le smartphone, il nous permet bien sûr de téléphoner, mais on le fait de moins en moins, de prendre des photos, d'écouter de la musique. Il fait même lampe de poche. Enfin, on peut éclairer avec, on peut téléphoner, on peut envoyer des mails, on peut payer avec le smartphone, on peut jouer avec le smartphone, on peut faire. Il fait agenda, il fait réveil, il fait radio. Donc voilà, on voit que le smartphone aujourd'hui, il a agrégé tout un nombre de fonctionnalités, tout un nombre de fonctions qui étaient parfois apportées par des produits spécifiques. Et aujourd'hui, il centralise tout ça et il cristallise tout ça dans un seul produit. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça que ça devient une sorte de doudou avec lequel on vit. On a parfois du mal à s'en détacher, une sorte d'addiction, parce qu'effectivement, il remplit énormément de fonctions. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant aussi avec le smartphone, c'est qu'aujourd'hui, il interagit de plus en plus avec notre quotidien. Donc certes, il a aggloméré des fonctions, mais il nous permet aussi d'interagir avec notre environnement. Et aussi bien un environnement physique qu'un environnement qui serait plus de service. Donc aujourd'hui, le smartphone, ça devient l'interface pour tous les objets connectés. Il va permettre de contrôler son thermostat, de pouvoir surveiller sa santé, de surveiller la sécurité de sa maison, de contrôler, de remonter un certain nombre d'informations liées à notre activité. Ça va être aussi un device, donc là sur la partie accessoires, il est de plus en plus accessoirisé. Là, j'ai entendu un article ce matin, c'est un secteur qui est extrêmement porteur aujourd'hui de venir créer des écosystèmes de produits qui sont directement liés au smartphone et qui vont encore augmenter ces fonctionnalités-là pour écouter de la musique, pour pouvoir aujourd'hui avoir des activités de réalité virtuelle de plus en plus. Il y a des champs applicatifs qui sont pas inintéressants, et surtout et de plus en plus sur le domaine du service, puisque le smartphone nous permet d'interagir via des applications dédiées, d'avoir accès à des services spécifiques qui aujourd'hui révolutionnent notre façon d'être dans la société et notre façon même d'interagir, de communiquer entre nous. C'est un produit extrêmement, alors j'allais dire puissant à ton avis peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose qui a des répercussions et qui a durablement, vraisemblablement changé notre façon d'être et de faire même société entre nous. Voilà, la façon dont on interagit avec les autres, dont on communique avec les autres. Tout ça pour dire que quand on aborde en tant que designer, tous ces produits qui sont très très technologiques, il y a un point de basculement et que le smartphone a un petit peu finalement incarne un petit peu de certaine manière. Pendant longtemps, surtout des années 80, 90 et début des années 2000, la technologie était un peu une finalité. Et j'illustre ça par un exemple, si vous vous souvenez, pour ceux qui, à l'époque, étaient intéressés à l'informatique, dans les années 90, quand on regardait une publicité d'ordinateur, la publicité d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur familial était définie principalement par ses spécificités techniques. C'est-à-dire qu'on on regardait quel était le microprocesseur, la capacité de la mémoire, la capacité de la carte graphique, et on achetait finalement des spécificités techniques, et tous les fabricants se battaient à coups de surenchère de performance.
Et puis, alors c'est un peu banal de dire ça, mais Apple a un peu changé la donne. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont recentré non pas sur la technologie, mais sur l'usage. Et plutôt que de dire, ben, finalement, on va pas essayer de faire l'ordinateur le plus puissant, on va essayer de faire l'ordinateur qui va s'adapter à l'usage, à ce que la personne veut en faire. Et aujourd'hui, quand on s'achète un ordinateur, on va pas s'acheter un ordinateur tant par rapport à sa puissance, mais on va plus regarder qu'est-ce que je veux en faire. Est-ce que je vais l'utiliser chez moi? Quel est le champ d'application que je vais avoir? Est-ce que je vais l'utiliser en situation de mobilité? Est-ce que j'ai besoin d'un clavier tout le temps? Est-ce que j'ai pas plutôt besoin d'une tablette? Et tout le monde va essayer d'adapter, finalement, va naturellement s'orienter vers un produit qui correspond à son usage plus que par une spec technique. Et c'est un peu ce que l'évolution à laquelle le design, je pense, doit continuer à avancer. Alors, c'est encore une fois, c'est pas une finalité, mais effectivement, de faire disparaître ces technologies-là, en tout cas de la mettre à sa place et de se dire ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, pas tant ce qu'elle fait, en fait. Et c'est un vrai changement de paradigme. C'est à passer de la technologie à une approche qui est plus centrée sur l'humain, sur l'utilisateur, sur ce qu'on veut être. Mais on voit que c'est un vrai changement de paradigme auquel on assiste avec tous ces objets connectés, tous ces nouveaux services. Et là, je cite Jean-Louis Fréchin, mais on passe aujourd'hui d'une ère à gauche où on était, on voulait avoir, et là on est plus dans l'être. Avant, on avait des produits, aujourd'hui on cherche plus des services qui sont associés. Avant, on était dans la possession, alors on aimait bien posséder une belle voiture. Aujourd'hui, on cherche plus l'usage. On était dans l'utilisation des produits. Aujourd'hui, on cherche plus à définir en tant que designer une expérience autour du produit. On était dans le besoin. Avant, même le marketing jouait beaucoup sur la notion de besoin. Vous avez besoin d'avoir ça. Voilà, aujourd'hui, on est plus dans une notion de désir, plus personnel. Et finalement, on passe d'objet à ce qu'on pourrait qualifier de nouveaux objets. Et il y a des choses qui illustrent assez bien ce changement de paradigme qui est aujourd'hui initié par cette technologie qui devient omniprésente et tous les services associés. C'est que pendant longtemps, quand on voulait un vélo, on s'achetait un vélo, donc on était dans la possession du vélo, on voulait avoir son vélo. Et de plus en plus aujourd'hui, même si c'est pas systématique, mais beaucoup de personnes ne recherchent pas forcément un vélo, ils recherchent plus l'accès à un service qui leur permet de se déplacer d'un point A ou un point B. Donc là, je l'illustre par le vélo, c'est aussi de plus vrai pour la voiture. Et donc, c'est plus un moyen de déplacement, d'où l'apparition de ces vélos aujourd'hui partagés, qui permet d'avoir accès au service, en fait. Et on ne cherche pas à avoir son vélo à soi, on cherche juste à avoir accès au service. Et ce que permet cette nouvelle technologie, c'est justement de mettre en relation un utilisateur avec le service, avec le vélo, de pouvoir y accéder, de pouvoir le déverrouiller, de pouvoir le prendre, l'utiliser et le déposer à l'endroit où il veut, sans avoir à se soucier d'avoir son propre vélo. Et voilà, on est vraiment dans l'usage plus que dans la possession. Si on fait aujourd'hui, on regarde justement sur cette prestation de service, il y a des choses assez intéressantes qui sont apparues sur des sociétés qui sont apparues ces 20 dernières années. Uber aujourd'hui, qui est un des plus gros opérateurs, le plus gros opérateur aujourd'hui de transport de personnes, ne possède absolument zéro véhicule. Contrairement à des flottes de taxis comme G7 ou de flottes de taxis à l'international. C'est une spécificité d'Uber, c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire le plus de trajets, qui vont faire le plus de trajets quotidiennement, mais ne possèdent zéro véhicule. Airbnb, qui aujourd'hui a largement dépassé tous les acteurs de l'hôtellerie des plus grands groupes hôteliers dans le monde, ne possède absolument zéro hôtel et zéro chambre. C'est la mise en relation. Facebook, qui est alors 2,7 milliards d'utilisateurs actifs, paraît-il, voilà, ne crée absolument zéro contenu. Donc, ils mettent en place une plateforme de partage et d'échange, mais ils ne créent zéro contenu. Et Skype, WeChat et plein d'opérateurs aujourd'hui ne possèdent zéro infrastructure de télécom. Donc, on voit comment ça a chamboulé complètement la donne. C'est-à-dire qu'avant, pendant longtemps, pour pouvoir proposer du transport ou de l'hébergement ou du contenu, il fallait créer le contenu, il fallait avoir ses propres chambres. Là, aujourd'hui, on n'a plus besoin. On a une mise en relation qui est en train de se faire. Et on passe d'une société qui était très organisée, très broadcastée, on partait d'en haut, on était un peu en top-down, et puis on essayait, on partait de tout là-haut, on organisait un produit, un service, et puis on essayait de diffuser petit à petit auprès de la population. Aujourd'hui, on est dans une approche beaucoup plus maillée, où l'utilisateur, alors ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, finalement a une forme de pouvoir. En tout cas, il a la possibilité d'avoir accès directement à des produits, à des services auxquels on n'avait pas du tout accès. Ce qui change énormément la donne pour beaucoup d'entreprises. Alors, c'est un des grands enjeux de la transformation du digital. C'est pas notre spécialité. Enfin, nous, on l'accompagne, mais voilà. Pour les entreprises, c'est que justement, cette organisation qui était très, très tracée, très, très top-down auquel elles étaient habituées, aujourd'hui change complètement la relation qu'elles ont, parce qu'il y a des relations beaucoup plus directes. Et on est dans une forme, ce que moi j'appelle l'aplatissement de la société. C'est-à-dire là, on avait des choses qui étaient assez verticales, assez hiérarchiques, une forme de hiérarchie. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus mis à plat.
Et voilà, on peut avoir accès à des services que l'on n'avait pas accès avant, de manière extrêmement simple, grâce à ces outils d'intermédiation que sont l'expression et surtout les applications et les produits qui peuvent y être associés. Et si on illustre ça sur la façon dont le design a dû s'adapter, c'est que même quand moi j'ai commencé à travailler, ça fait un peu vieux schnock, mais bon, c'était un peu ça. Hein. Moi, je me souviens quand on a commencé à travailler, quand j'ai commencé à exercer mon activité de designer, les relations qu'on avait avec les entreprises étaient très souvent elles qui venaient avec une idée ou une techno. Souvent, ça partait en R&D, donc ils essayaient de travailler cette idée, cette techno. On demandait aux designers de mettre une couche design, donc c'était un peu caricatural, mais c'était un peu cette approche du design plus comme un adjectif que comme une vraie démarche globale, mais bon, ça c'est malheureusement dans le domaine de l'industrie en tout cas, hein, ça peut passer à tous les champs, mais c'était souvent un peu le cas. Et puis ensuite il y avait le marketing qui on définissait le produit, et puis quand le produit était conçu, était fait, il y avait tout le marketing qui faisait son travail pour essayer d'aller atteindre un maximum d'utilisateurs avec, pour essayer d'avoir la plus grande diffusion possible. Et si je cite Seth Golden, qui est un des responsables marketing de Yahoo, qui disait, enfin bon, c'est connu, hein, Don't find customers for your products, find products for your customers, dans un très mauvais anglais. Mais en gros, voilà, c'est tout le problème du marketing et toutes les limites. C'était tant qu'on était dans des sociétés qui étaient en développement économique, ce modèle-là allait bien parce qu'il y avait besoin de fournir un certain nombre de produits et de services et il y avait une demande. Puis quand on arrive dans une société qui devient un peu saturée, en fait, il faut aussi se réinventer. Il ne s'agit pas de faire plus. C'est un non-sens aujourd'hui de faire plus. Écologiquement, conceptuellement, intellectuellement, c'est un non-sens. Il faut essayer de faire mieux avec moins. Et c'est tout le travail que nous, on essaie de faire en tant que designer. C'est comment on peut essayer de faire mieux, mais en essayant avec le moins de ressources et même le moins de produits possible en fait. Il ne s'agit pas de créer de la demande pour créer de la demande, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu là où ça peut être intéressant de repartir justement des besoins des utilisateurs. Donc c'est pour ça que encore une fois, si je refais un petit pas en arrière sur ce que je disais sur le design thinking, pour moi la nature même du design est de partir des besoins d'une société, des besoins des utilisateurs, des besoins des personnes, c'est de pouvoir les identifier. Enfin, c'est la façon dont on le fait, pour essayer de définir les produits et services et de concevoir les meilleurs produits et services qui peuvent être proposés, qui peuvent faire sens et qui peuvent durer. C'est le seul moyen de faire sens, c'est le seul moyen d'avoir un produit et service qui s'inscrit dans la durée et qui s'inscrit dans le temps. Sinon, on va arriver à des solutions qui vont pas être pérennes, qui vont être anecdotiques. Et je pourrais y revenir un peu plus tard, mais on est très attentif à ça, nous. C'est pour nous, parce qu'on considère que c'est des moyens de gérer ce qu'on appelle l'écologie de l'artificiel, donner du sens, faire des produits qui soient utilisés le plus longtemps possible. C'est déjà, d'une certaine manière, arriver à limiter un peu l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Quand on parle d'objets connectés, très souvent, il y a une vision un peu réductrice de ce que c'est qu'un objet connecté, d'un point de vue de l'écosystème des objets connectés. Et c'est quelque chose qui est très complexe et qui est souvent d'ailleurs mal appréhendé par des startups avec lesquelles nous, on est amené à discuter au début des projets. Souvent, ils viennent nous voir et nous disent, voilà, j'ai une idée de produit, et puis je vais mettre une petite carte électronique avec un peu de connectivité Bluetooth dedans, et puis je vais faire une petite app, ça va être sympa, et comme ça, j'aurai un objet connecté, et j'ai l'impression qu'avec ça, je vais simplifier et je vais apporter un nouveau service. Voilà. Donc, très souvent, c'est pas toujours pertinent. Mais un objet connecté, il faut comprendre que c'est un écosystème complet, et que pour que ça fonctionne, il faut certains produits qui aient du sens et qui soient bien conçus. Il faut qu'il y ait une app qui est compliquée à faire parce que là encore, il va falloir faire remonter des données et c'est un vrai métier de faire une app. Il y a toujours une dimension de cloud, de données, parce que quand on, à partir du moment où on fait un objet connecté, il y aura toujours des données qu'il va falloir avoir, récolter, protéger, sécuriser. Et ça, c'est un vrai métier et c'est de plus en plus compliqué. Et heureusement qu'on a des lois comme le RGPD qui encadrent ça, mais justement pour rentrer dans le cadre de ces lois-là, ça demande des compétences et ça demande des moyens assez significatifs. Et si toutes ces données, à un moment, on veut en faire quelque chose de pertinent et pas simplement avoir des données qui seraient, alors là, je viens d'être un peu étonné, il faut que je dise ça, j'ai appris ce matin que l'État de Californie venait d'autoriser la monétisation des données pour les personnes. Donc les entreprises vont pouvoir monétiser les données des gens, personnels, donc ça fait un peu peur. Mais si en tout cas, ces données-là, on pourra en parler, ils ont autorisé deux choses. Les gens pourront vendre leurs données aux entreprises
et les entreprises pourront utiliser ces données-là pour les revendre derrière. Enfin, c'est un truc un peu compliqué, mais ouais. Donc, on est en train de franchir petit à petit des caps comme ça. Mais en tout cas, ces données-là, elles peuvent quand même avoir du sens et parfois elles sont intéressantes. Mais pour pouvoir leur donner du sens et pour pouvoir leur donner un intérêt, très souvent, il faut y mettre derrière une couche, alors ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pour moi un nom un peu pompeux, mais en tout cas, il faut pouvoir traiter ces données de manière pertinente pour pouvoir remonter et donner des choses intéressantes pour les personnes qui vont être amenées à utiliser ces produits-là. Alors, dans quelle mesure, aujourd'hui, ces objets connectés ont un peu rebattu, enfin, comment nous, en tout cas, on pense qu'il faut les aborder, et ça a un peu rebattu la façon dont on avait la façon dont on avait, la façon dont on abordait les designs de produits avant. Pendant longtemps, dans un design de produits classique, on a suivi, et c'est pas forcément complètement incohérent de le faire encore aujourd'hui, le fameux form follows function, alors cher aux Burroughs, cher aux années 60, enfin, il y a eu beaucoup d'écoles qui sont appuyées sur cette approche-là, qui est de dire que finalement, la forme doit être en adéquation avec la fonction qui est portée par l'objet. Donc certes, c'est une approche que le designer doit avoir, ce fameux forme de fonction, mais quand on parle d'objets connectés, on est confronté à un problème, c'est qu'une grosse partie des fonctions de l'objet ne sont plus physiquement dans l'objet, mais sont dans l'application qui est associée à l'objet. Donc venir associer la fonction qui est sur une application dans un objet physique, ça devient très compliqué. Et là, c'est là, mais c'est à la fois compliqué, mais c'est du coup très intéressant, c'est comment on va arriver à incarner ces fonctions-là dans un objet, et parfois sur des objets qui n'ont aucune fonction, c'est-à-dire qui n'ont aucune interaction. Si on prend un capteur d'environnement que vous mettez chez vous, il y en a de plus en plus aujourd'hui dans l'habitat pour contrôler à la fois la température, l'humidité, voire même le taux de pollution, c'est des produits qui n'ont, on ne sait pas trop comment les dessiner, on ne sait pas trop comment les incarner. Toutes les fonctionnalités vont être sur l'application, toutes les remontées d'informations vont être sur l'application qui va être associée. L'objet en lui-même, c'est juste un truc qu'il faut poser dans la maison et quelle identité, quelle image on lui donne. Ben là, ça devient intéressant en tant que designer pour savoir comment on peut incarner ces nouvelles fonctions-là dans des produits qui aient du sens et qui soient bien conçus. Et c'est un exercice qui est vraiment pas évident. Un autre aspect des objets connectés que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette fameuse approche technologique, c'est que ce sont des produits qui sont éminemment complexes, qui ont beaucoup de technologies embarquées. Et encore une fois, pour nous, l'enjeu du design, c'est de faire disparaître ces technologies-là. C'est-à-dire comment on la met au service de ce que doit faire le produit, de la fonction, mais pas la mettre en avant. Et un des échecs du BlackBerry, qui a eu ses heures de gloire au milieu des années 2000, c'est qu'effectivement, ils avaient clairement mis en avant le clavier et un certain nombre de complexités, de fonctions sur le devant du produit. Quand l'iPhone est arrivé, il a tout tué parce que cette complexité, en fait, personne a envie de l'avoir, en fait. On s'est rendu compte qu'on pouvait répondre à ces mêmes fonctions de manière beaucoup plus simple, sans avoir une technologie qui transpire sur le produit. Donc, il faut arriver en tant que designer à faire en sorte que cette technologie-là soit mise au bon endroit et la faire disparaître autant que possible. Et le dernier aspect, je remets le fameux Juicy Salif de Stark et auquel nous on est très attachés, c'est la dimension de séduction. Pour que ces produits-là, et n'importe quel produit d'ailleurs, soit un moment qu'on puisse se l'approprier, il y a une dimension de séduction qui dépasse la valeur d'usage, je l'évoquais tout à l'heure, qui va au-delà de ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que parfois Don Norman appelle le design réflectif. C'est tout ce qu'un objet va pouvoir porter comme valeur, en fait, comme sens autre que sa fonction-là. Et ça, injecter ça dedans, c'est extrêmement important parce que faire en sorte qu'un produit soit approprié aussi bien sur sa fonction, mais aussi sur son image, ça fait que tout à coup, on va être amené à l'utiliser on va en prendre soin, d'abord. On va être amené à l'utiliser de plus en plus longtemps. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avoir une identité, une image qui soit séduisante et en plus qui soit pérenne dans le temps, et on est très attentif à faire des designs, et ça va un peu plus loin, le plus intemporel possible. C'est ce qui permet d'avoir une adoption la plus longue possible, une durée de vie la plus longue possible, et encore une fois de limiter l'impact et de gérer cette écologie artificielle auquel on est assez attaché. Et donc les objets connectés, c'est un vrai changement de paradigme parce que ce rapport entre la forme et la fonction, ce rapport à l'image est complètement chamboulé. Et j'aime bien mettre en parallèle ce tableau de Magritte, la tromperie des images. Hein, ceci n'est pas une pipe. Au même titre que l'Apple Watch, ceci n'est pas une montre. Aujourd'hui, je pense que personne n'achète une Apple Watch pour avoir l'heure. Tout le monde s'en fout, en fait.
ceux qui vont s'acheter une Apple Watch, ils vont l'acheter pour toutes les fonctions connexes. C'est à l'image d'une montre, ça se porte comme une montre, mais c'est tout sauf une montre presque. La fonction heure est sûrement la fonction qui sera peut-être pas la plus utilisée, en tout cas quand on a une Apple Watch. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est tout ce changement de sens, de paradigme auquel on est confronté nous, et comment en tant que designer on peut réinjecter du sens, comment on fait pour réécrire tous ces nouveaux objets, pour trouver des nouveaux archétypes qui soient en lien avec des usages et qui vont pouvoir être adoptés, mais de manière intelligente et pertinente, et pas de manière anecdotique. La troisième partie, c'est plutôt dans la, comment dire? Là, ça va être plutôt des exemples de réalisation de projet, pour montrer un peu comment on aborde justement, une fois que j'ai dit ça, comment nous, on essaie de gérer ça. On a pas mal de boulot, donc c'est déjà bien. Bon. Je me permets d'intervenir. Il y a Mathieu qui a posé une question pour Pierre dans le chat. Ouais, alors j'ai une question, comment gérer? Moi, j'ai pas de chat. Alors, Baptiste, il faut j'essaie de comprendre. Comment faire en sorte? Ouais. Comment faire en sorte? Ouais, on veut proposer un produit innovant, mais qui vient radicalement changer les habitudes du client final après une étude besoin. Comment faire en sorte que ce dernier s'imprègne de la techno sans que le concepteur doive intervenir? Je vois pas pourquoi le concepteur ne doit pas intervenir. Tu veux que je fasse quelque chose aujourd'hui, Théo? Je me suis connecté, tout a l'air bien. Parce que un des soucis qui est un peu récurrent avec tous ces nouveaux produits et nouveaux services, hein, ouais, d'accord, parce que le concepteur ne voit pas le client final. C'est pas toujours évident d'arriver à quantifier ou en tout cas à évaluer l'impact que peut avoir un produit innovant, un nouveau service avant qu'il soit diffusé. Et c'est vrai que c'est pas évident à mesurer. Donc il y a toujours une part de risque associée. Parce qu'on essaie de limiter, les entreprises détestent le risque, ça c'est sûr, et surtout en France. On est dans la culture de l'ingénieur. En France, on est des pros de la conception réglée. Donc du coup, la conception réglée, c'est voilà, on limite les marges d'incertitude au maximum, ce qui est bien, mais qui peut aussi avoir comme conséquence de limiter les opportunités. Donc c'est vrai qu'on sait jamais si ça va être. Là, j'ai eu pas mal de discussions avec Karel, qui est le fondateur de Withings, à ce sujet-là. Et parfois, il faut accepter de se planter. On essaie quand même d'avoir des retours. Alors, on n'interroge pas le client final, l'utilisateur final. On l'interroge pas trop tôt dans le projet. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de regarder comment il s'approprie le produit quand il est déjà en phase assez avancée de conception et que les choses sont déjà assez formalisées, pour qu'il ait une idée précise du produit et du service, en fait. Pour pas qu'il soit dans des zones un peu floues d'interprétation. Et on aime bien proposer des choses qui soient déjà assez définies et de voir comment il va réagir, en se laissant la possibilité, bien sûr, d'ajuster en fonction des réactions. Mais il y a sur les nouveaux produits et services, le gros problème, c'est sur des produits qui n'existent pas et des services qui n'existent pas encore et qui chamboulent et qui changent effectivement, si je comprends bien la question de Mathieu, les habitudes et la façon d'être. Ben il y a un gros travail d'évangélisation à faire et ça c'est compliqué. Et c'est là où les startups sont souvent confrontées à un mur. C'est que parfois elles ont un produit, j'en montrerai un derrière, à la fin là, dans mes exemples, qui est un produit ultra innovant, qui était hyper pertinent en termes d'usage et qui a eu du mal à s'imposer, parce que derrière, ben, pour le faire connaître, il faut en tout cas dans le domaine en B2C, parce que dans le grand public, il faut des moyens en termes de communication énormes. Voilà. Et ces effets de seuil et c'est d'autant plus, il y a un autre phénomène qu'on observe aussi régulièrement sur des services liés aux objets connectés ou à la connectivité ou aux applications. Vous prenez Uber ou vous prenez Airbnb ou des services de ce type-là, ou Le Bon Coin ou plein d'autres services.
ils sont pertinents à partir du moment où on passe ce que moi j'appelle un effet de seuil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre significatif de personnes qui se soient inscrites et qui soient appropriées pour que ça devienne pertinent. Si vous faites Airbnb avec 10 personnes qui mettent leur appartement dans le monde, qui mettent leur appartement, qui offrent leur appartement, ça marche pas, en fait. Ce qui marche, c'est la diversité de l'offre. Donc, c'est ce fameux effet de seuil qui va faire que parce que je vais avoir du choix, parce que je vais pouvoir avoir un choix assez important. C'est pareil. Si vous mettez des vélos en free floating, si vous avez 10 vélos qui sont disponibles, enfin, si vous avez 1000, allez, même 100 vélos disponibles à Paris, comme les premières trottinettes, c'est pas pertinent. Vous allez devoir marcher 500 mètres ou 1 kilomètre pour trouver une trottinette de disponible et vous n'allez pas l'utiliser. Donc, c'est pertinent à partir du moment où vous avez accès. Et donc, c'est là où il faut ces effets de seuil. Donc, il faut faire connaître le service et ensuite, il faut passer ces fameux effets de seuil. Et ça, c'est des vrais problèmes. Je ne sais pas si je réponds à la question de Mathieu, mais pour pouvoir effectivement faire connaître ça, à un moment, il faut mettre des moyens en termes de communication pour faire connaître l'offre, faire connaître l'avantage, faire connaître le produit. Et ça, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de startups qui se heurtent à ça et qui, dans leur business plan, ne prennent pas en compte ça, en fait. Assez en compte ça. Ok, Pierre. Alors, oui, la réponse peut être marketing, mais du bon marketing. Pas du marketing. Stark a l'habitude de dire que parfois, le designer a trop souvent été… En fait, en France, il y a une différence entre du marketing anglo-saxon et du marketing… En France, le marketing est très souvent un marketing orienté, ce que moi j'appelle du marketing commercial. C'est-à-dire, on prend le marketing comme un outil pour pouvoir faire en sorte que le produit, justement, soit uniquement… qu'on puisse essayer de lui donner une tonalité, une couleur de communication qui va faire que derrière, il va être séduisant et potentiellement adopté. Les anglo-saxons, ils approchent du marketing beaucoup plus en amont. Un vrai marketing produit. C'est-à-dire, on va vraiment essayer d'étudier les besoins, on va essayer de comprendre. Et c'est pas tout à fait pareil. Weezings, par exemple, on travaille avec eux. Les chefs de produit marketing, ils sont impliqués dès le début de la conception du produit. Dès le début de la conception du projet. C'est pas du marketing opérationnel, entre guillemets. C'est un marketing de conception. Donc, si c'est un marketing de conception, oui, la réponse peut être marketing, bien sûr, parce que ça va associer à la fois une conception qui va prendre en compte des besoins du marché et qui va pouvoir ensuite déployer les outils qui vont permettre qu'ils se diffusent. Les deux sont complémentaires. Mais avoir uniquement le volet opérationnel, comme malheureusement, enfin trop souvent en France, le marketing a été un peu considéré dans les écoles de commerce, c'est pas suffisant. Parce que là, dans ces cas-là, le design est, comme disait Stark, la fameuse formule de Stark, hein, le marketing utilise le design. Le design est devenu l'arme du marketing, en fait. Voilà. On utilise le designer pour faire le petit toutou qui va faire le petit signe anecdotique qui va faire que le marketing va pouvoir vendre, il va pouvoir avoir une sorte d'aspérité pour pouvoir essayer de communiquer dessus, mais souvent de manière un peu anecdotique. Je repartage mon écran. Ouais. Donc là, je vais attaquer plus spécifiquement la façon dont nous, montrer trois, quatre exemples de projets sur lesquels on a été amené à travailler dans le domaine des objets connectés et la façon dont on les a abordés. Et comment on aborde, nous, voilà. Donc, Helium, bon, là, vous avez une vue de l'agence. Alors, nous, chez Helium, globalement, comme je le disais, on défend un design simple et intemporel pour une partie des raisons que j'ai citées tout à l'heure. Simple, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait adoption, alors, tous ces objets connectés, j'y reviendrai un peu plus loin, ils ont tous comme ambition de simplifier la vie des utilisateurs, mais on s'aperçoit que très souvent, ils la simplifient pas du tout, et parfois même, ils la complexifient. Il y avait un article très intéressant qui était paru il y a 3 ans dans le New York Times, une journaliste américaine qui avait fait une expérience pendant plusieurs mois d'équiper toute sa maison et de s'équiper, elle, de tous les objets connectés qui étaient disponibles à l'époque sur le marché. Et en fait, elle racontait l'enfer qu'elle a vécu de vivre avec tous ces objets connectés qui lui envoyaient à la fois des contraintes pour pouvoir les recharger, pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir les paramétrer, pour pouvoir les utiliser et toutes les notifications qu'elle recevait tous les jours. Et en fait, c'était devenu quelque chose d'ultra invasif et d'extrêmement désagréable. Donc, effectivement, cette simplicité-là, elle est essentielle et c'est pas tout de dire qu'on va simplifier la vie des utilisateurs. Il faut vraiment le faire, mais en prenant aussi en compte pas que l'objet en lui-même, mais l'ensemble de l'environnement dans lequel un utilisateur aujourd'hui peut être immergé. Et intemporel, je le disais, on s'attache à avoir une approche qui, alors nous, c'est ce qu'on a repris le concept de la légèreté cher à Marc Berthier, hein, qui était un des cofondateurs du studio et qui a été notre prof, qui est une réflexion globale, qui est une légèreté qui s'exprime en termes de liberté, de mobilité, de modernité, de technologie, d'économie et d'écologie. En gros, si on doit synthétiser ça, c'est d'essayer d'avoir bien sûr des réponses qui soient les plus légères possibles sur tous ces aspects-là. C'est la recherche, c'est aller à l'évidence, en fait. C'est faire moins, c'est arriver à faire plus avec moins, en fait.
Et pour ça, ben, on essaie d'avoir une écriture qui soit la plus durable possible dans le temps, qui soit la moins impactante, qui soit fabriquée avec soin, la plus qualitative possible, et surtout qui offre une expérience qui soit riche de sens et qui soit pas simplement un produit encore en plus, parce que le seul produit qui ne pollue pas, qui n'a pas d'impact sur l'environnement, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Dès qu'on fabrique un produit, de toute façon, ça y est, il y a un impact. Donc, quitte à le faire, il faut le faire avec du sens. Je vais passer assez vite là-dessus. Si après, on peut avoir des débats, c'est un peu nous les 4 phases de développement de projet qu'on a à l'agence, mais peut-être pas perdre de temps sur cet aspect-là. Et je vais commencer à parler d'un premier projet sur lequel on a travaillé récemment, qui est EcoJoko, qui est un projet que j'aime beaucoup parce qu'il a assez de sens. C'est un projet c'est une startup qui s'est créée avec comme ambition de limiter la consommation énergétique dans l'habitat, mais qu'il a fait de manière assez intéressante et qui a pris un peu un contre-pied de tous ces dispositifs qu'on est amené à avoir, des thermostats. Alors pour diminuer sa facture énergétique, on peut faire des travaux assez coûteux, on peut mieux isoler sa maison, ses fenêtres, etc. Donc ça, c'est des travaux assez lourds. On peut mettre des objets connectés qui vont aujourd'hui contrôler son thermostat, mais là aussi, c'est quelque chose qui est souvent un peu lourd et un peu complexe à faire. Mais il y a une étude du CNRS qui a été le point de départ de leur réflexion et qui a été à l'origine de la création d'EcoJoko, ils se sont aperçus que dans un logement classique en France, donc là on est sur une étude en France, il y a 25% en moyenne, entre 20 et 25% de l'énergie qui est gaspillée. C'est-à-dire qu'il y a de l'électricité, de l'énergie électrique qui est gaspillée, c'est-à-dire de l'énergie qui est consommée inutilement, principalement par des appareils en veille ou par une mauvaise utilisation des appareillages électriques. Et donc c'est assez énorme. Ça représente en gros 300 € par foyer et par an. Mais au-delà de l'économie financière que ça peut avoir pour un foyer, surtout des foyers qui pourraient être en situation de précarité énergétique, c'est l'équivalent de 8 réacteurs nucléaires qui tournent tous les jours en France pour rien, en gros. Et pour essayer de combattre ça, plutôt que de le faire de manière culpabilisante, de manière un petit peu coercitive ou de manière un peu compliquée et qui pourrait avoir même un impact sur la notion de confort, parce que l'idée c'est de se dire, en fait, c'est 25% d'énergie qui est gaspillée, on pourrait les économiser sans avoir aucun impact sur la façon dont on vit. C'est-à-dire, on se chaufferait de la même manière, on cuisinerait de la même manière et on s'éclairerait de la même manière. En fait, c'est juste une nouvelle façon d'être et principalement, encore une fois, par des appareils en veille, par des choses qui sont mal utilisées. Ils ont eu l'idée de développer un compteur en temps réel qui permet de visualiser directement la consommation d'énergie qu'on a chez soi. Donc, quand ils nous ont demandé de travailler dessus, on s'est dit, il faut surtout pas faire encore une fois un objet électronique. Alors là, ce que vous voyez au centre, c'est un écran, il est allumé, mais normalement, il est normalement éteint. Cet écran-là, il est tout le temps éteint. Je vais revenir un peu sur l'utilisation. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on a essayé de quantifier l'information, non pas de manière numérique avec un écran qui soit allumé en permanence, ce qui aurait été d'ailleurs paradoxal et une sorte de contresens, mais par des aiguilles qui viennent indiquer en temps réel la consommation. Donc, en haut, on a sa consommation en temps réel, c'est-à-dire que là, quand vous avez installé cet appareil-là chez vous, et c'est extrêmement simple à installer, vous savez en temps réel la consommation, le nombre de kilowatts-heure que vous consommez chez vous à l'instant T. Donc là, vous partez de chez vous et vous vous apercevez que la plupart des foyers, quand vous éteignez tout et vous quittez votre logement, vous avez en moyenne entre 500 et 1 kilowatt, entre 500 watts et 1 kilowatt de consommation résiduelle qui reste tout le temps en marche chez vous. Et uniquement par des appareils en veille. Alors, bien sûr, il peut y avoir le frigo, il peut y avoir un chauffe-eau, mais ça peut être des appareils à veille, ça peut être un radiateur que vous n'avez pas éteint, qui a été mal réglé, etc. Et donc, ça représente une consommation phénoménale quand c'est additionné à l'ensemble du territoire français. Et la deuxième aiguille ici, qui est assez intéressante, c'est sur les 7 derniers jours glissants, ça va vous dire si vos habitudes et le fait que par des gestes, en fait, ce projet-là, ce produit-là, et avec l'application qui est associée, je vais y revenir, il a pour but de vous inciter à adopter les bons gestes, les bonnes attitudes, d'éteindre un appareil en veille, de pas allumer trop fort un radiateur, de mieux régler vos chauffe-eau, de pas allumer votre four au-delà de la température qui est nécessaire. Et donc, ça vous permet petit à petit, comme ça, mais de manière assez bienveillante, plus un accompagnement, c'est plus incitatif que de vous obliger de manière coercitive à bouger, à changer vos habitudes.
ça va vous inciter à, comme ça, à ajuster votre consommation et à améliorer et à limiter votre consommation énergétique. Et là, vous savez, sur les 7 derniers jours, si par rapport aux 7 derniers jours aujourd'hui, vous êtes plutôt en train de consommer moins que votre moyenne des 7 derniers jours ou plus. Et là encore, dans la représentation qu'on a fait ça, on a fait des codes, donc c'est pour ça qu'on a repris l'image du manomètre. Alors pourquoi on a fait ce design-là? On a repris l'image du manomètre et des compteurs. On a bien travaillé sur les archétypes, plutôt que d'avoir encore un nouveau langage, une nouvelle expression, un nouvel archétype qui parlerait pas. Donc c'est finalement les compteurs, les manomètres, les jauges, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif est évident. Donc on a repris et on a réinterprété ça. Et de la façon dont on a indiqué les valeurs, on a refusé de mettre du rouge ou des couleurs qui sont un peu anxiogènes ou qui puissent être comme ça un peu pas coercitives, mais qui puissent être un peu culpabilisantes. C'est pour ça qu'on a que du vert ou du gris. Donc c'est assez neutre volontairement. C'est un produit qui est assez neutre dans son design, dans son image, pour pas venir voilà, culpabiliser et donner une image un peu négative. C'est plus dire, ben voilà, là vous êtes dans le vert, vous consommez aujourd'hui 15% de moins que sur vos 7 derniers jours, c'est plutôt bien. Continuez et ça permet voilà de pouvoir améliorer petit à petit sa consommation. Ils ont développé une application. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir avoir une visualisation voilà de votre consommation de vos pics. Donc là, on voit typiquement c'est un foyer à 17h30, tout le monde rentre à la maison et on voit que la consommation électrique vient augmenter. Mais là, ils ont développé une deuxième brique grâce à l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait partie de l'écosystème important et de comment ces données-là peuvent être traitées par l'intelligence artificielle de manière intelligente. Aujourd'hui, ils sont capables de trouver la signature électrique de la plupart des appareils électriques qu'on a chez soi. C'est-à-dire que dès que vous avez allumé un appareil électrique ou dès qu'il va se mettre en route, en fait, le fait qu'il se mette en route, il va avoir un impact sur le réseau électrique, il va impacter le réseau électrique, il va avoir une signature sur le réseau qui va être détectée par le capteur et donc il va pouvoir dire, dès que vous allumez votre four, ben là, tiens, vous allumez votre four et vous voyez tout de suite, il va pouvoir dire cette surconsommation, ce pic de consommation que vous avez là, c'est votre four ou c'est votre chauffe-eau ou c'est votre lave-vaisselle. Et il va vous reventiler ensuite, quotidiennement et régulièrement, la consommation électrique que vous avez sur tous vos appareils. Donc, du coup, vous allez pouvoir dégivrer votre frigo si vous vous rendez compte que tout à coup, il est en surconsommation. Vous allez pouvoir mieux régler votre four. Vous allez pouvoir mettre un couvercle sur votre casserole d'eau quand vous la faites cuire parce que si vous ne mettez pas de casserole d'eau, vous avez une déperdition d'énergie énorme et donc vous allez consommer plus d'électricité pour faire chauffer la même quantité d'eau. Vous allez pouvoir mieux réguler votre chauffe-eau. Enfin voilà, toute une série de gestes vous allez pouvoir surtout éteindre tous vos appareils en veille. Et là, il suffit de mettre une multiprise avec un interrupteur au bout et vous allez couper tout. Et ça, c'est mine de rien, c'est des gains qui peuvent aller à 80 € par an facilement. Donc ça, c'est pas anodin, mais au-delà de l'économie, c'est encore quelque chose d'intéressant, même sur le plan environnemental et écologique au niveau collectif. Voilà. Et ce produit-là, on l'a fait assez petit et on l'a voulu tellement. Alors, on peut dire pourquoi vous avez fait un objet. Pourquoi faire un objet? Pourquoi pas faire uniquement un capteur et puis l'application? Et pourquoi mettre ça? Justement, pour que ça fonctionne, on s'est rendu compte avec eux qu'au début, il y avait une approche qui était uniquement, il y avait juste un capteur et une application. Et on s'est rendu compte que c'était pas suffisant pour pouvoir avoir une appropriation du service par les gens, par les utilisateurs au jour le jour. Et donc, c'était extrêmement important d'avoir un produit qui soit placé dans la maison, à un endroit qui soit partagé par la famille et que tout le monde puisse avoir une lecture en temps réel et finalement comprendre ce qui se passe. Le problème de l'électricité, c'est que c'est invisible. On ne voit pas sa consommation, contrairement à de l'eau. Vous laissez allumer un robinet d'eau, bon, vous voyez physiquement l'eau qui coule. Vous avez un appareil en veille, vous ne le voyez pas en fait. Alors, une lumière, oui, mais un appareil en veille, l'électricité, c'est quelque chose de très intangible et c'est pas évident d'arriver à formaliser cette consommation-là. Et du coup, l'objet, il permet justement d'incarner et de formaliser et de rendre tangible cette consommation électrique. Et c'est là où le design peut avoir du sens pour accompagner ça. Voilà. Et là, c'est un petit produit. Et le bouton qui est sur le dessus permet d'allumer ponctuellement l'écran au centre, qui permet de ramener des données plus précises. Alors, pourquoi on est obligé de le faire? Là, c'est la loi qui impose ça, parce que dans les foyers qui sont en précarité énergétique, la loi va imposer d'avoir des appareils de surveillance de sa consommation électrique et de pouvoir chiffrer sa consommation électrique. Et dans ce décret de loi qui est apparu, il y a un certain nombre d'informations qui sont obligatoires d'afficher. Et donc, on a dû passer par un écran pour ça. L'application suffisait pas. On devait l'avoir sur le produit lui-même. Voilà. Je vais faire un focus un peu plus précis sur Withings. Donc, Withings, c'est une start-up française qui a été créée en 2008, qu'on accompagne depuis le début et pour qui on a dessiné l'intégralité des produits.
et qui est positionné sur une offre de produits destinés au bien-être et de plus en plus à la santé, et avec une offre de produits qui sont des produits médicaux, qui permettent vraiment d'être dans une nouvelle approche de la santé. C'est un vrai changement de paradigme que eux se proposent de faire, qui est de dire que toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux capteurs permettent d'être dans une approche préventive de la médecine et non plus une approche curative. Aujourd'hui, tout le système médical français est basé sur une approche curative. En gros, votre médecin, un médecin, ben, il gagne de l'argent. Enfin, vous allez voir un médecin quand vous êtes malade. Vous attendez d'être malade. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Là, il vous soigne. Et d'ailleurs, le médecin gagne de l'argent quand vous êtes malade. C'est un peu le paradoxe. C'est voilà, c'est pas quand vous êtes en bonne santé. C'est pas tout à fait pareil dans d'autres cultures, comme en Chine par exemple. Mais en tout cas, en France et dans beaucoup de pays européens et occidentaux, c'est le fait d'être malade qui vous fait aller voir un médecin. Et donc, c'est une approche curative. Et là, Weezing, ils se positionnent. Ils disent aujourd'hui, on a les moyens d'être dans une approche préventive de la médecine en surveillant quotidiennement tout un certain nombre de paramètres physiologiques qui permettent d'anticiper des pathologies et donc de détecter des signaux faibles qui peuvent être liés à des problèmes de tension, d'obésité, de diabète, cardiologique, beaucoup, voire d'apnée du sommeil. Et je vais y revenir. Donc tout ça, c'est autant de paramètres qu'on est capable aujourd'hui de mesurer de manière fiable sur des données médicales. Donc c'est des devices qui sont certifiés médicaux, qui ont une certification médicale et qui vont faire remonter des informations qui va permettre à chacun tous les jours de vérifier qu'il reste en bonne santé. Et donc ça pose une vraie question en termes de design, c'est comment on redessine ces produits-là et comment on intègre ces produits-là qui ont beaucoup de capteurs et comment surtout on fait en sorte que leur utilisation soit la plus simple possible. Parce que si vous mettez des freins, s'il y a des frictions à l'usage, s'il y a des manipulations compliquées, vous n'aurez jamais une utilisation récurrente de ces produits-là. Vous allez les utiliser ponctuellement. Donc le premier produit que je voulais présenter, c'est un pèse-personne, qui est le premier projet sur lequel on a travaillé avec Weezing. Donc à l'époque, en 2008, l'idée c'était de faire un pèse-personne connecté qui allait pouvoir faire du suivi de poids dans la durée d'une personne pour vérifier son obésité, pour l'inciter petit à petit à baisser et à améliorer son alimentation, son hygiène de vie, de façon à baisser son poids et d'éviter d'être en surcharge pondérale. Donc en mesurant son poids, sa masse maigre, sa masse osseuse, sa masse hydrique, donc faire ce qu'on appelle une impédance métrique complète de la personne. À l'époque, quand on a dessiné, le produit référent du marché, c'était ce produit-là, un produit de Tanita, entreprise japonaise, qui proposait une balance pour la famille, donc qui était multi-utilisateur, jusqu'à 4 utilisateurs, on les voit en bas, et qui permettait de mesurer un certain nombre de données liées à la santé. Mais quand on voit ce produit-là, ben, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de monter dessus, c'est quelque chose d'assez anxiogène. D'abord, ça paraît compliqué. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a cette technologie qui transpire vraiment sur le dessus du produit. Ça, c'est pas intuitif du tout et c'est même limite anxiogène avec ces électrodes en métal qui viennent faire la mesure d'impédance métrique. On a besoin de ramener de la conductivité électrique sur le dessus de la balance pour faire la mesure d'impédance métrique. Mais là, voilà, par des électrodes en métal, on a quelque chose d'assez anxiogène et d'assez technique qui est pas très bienveillant. Donc nous, ce qu'on a proposé avec Weezing, donc ça c'est la dernière version, il y a eu 3 versions, mais ça c'est la dernière qui a été faite, c'était en fait de nettoyer tout ça et d'utiliser justement cette complémentarité entre le produit et l'application pour essayer d'avoir quelque chose de le plus simple et le plus intuitif possible. Donc la balance qu'on a proposée, si vous la regardez, elle a plus aucun bouton, plus aucune interaction. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous monter dessus et elle va faire toutes les mesures automatiquement. Donc vous n'avez même pas besoin d'ailleurs de la réveiller pour qu'elle se mette à la tare. Elle a été calibrée dès le début, vous montez dessus et la mesure se fait automatiquement. Donc c'est extrêmement simple, il n'y a plus du tout de frein. Voilà, on n'a pas ces fameuses je dois allumer ma balance, je dois dire qui je suis, je dois confirmer que je suis bon utilisateur et je fais mes mesures et ensuite je dois les mettre en mémoire. Là, tout se fait automatiquement. On a voulu aussi gommer visuellement cet aspect un peu anxiogène des électrodes en métal. Donc, on a travaillé avec la R&D de Weezing pendant très longtemps pour tout savoir comment on pouvait ramener de la conductivité sur le dessus de la balance, tout en évitant d'avoir des électrodes en métal. Et donc, c'est les bandes que vous voyez là qui sont un peu plus claires, qui sont en fait une métallisation du verre. Donc, c'est un traitement ITO. Donc, on vient appliquer une sorte de vernis métallique transparent sur le dessus du verre qui permet de ramener de la conductivité tout en évitant d'avoir cette impression que quand je monte dessus, je me prends une décharge électrique. Voilà. L'écran, il va automatiquement donner un certain nombre d'informations et puis on aura un suivi dans la durée qui va permettre d'avoir des données beaucoup plus précises.
ce dernier modèle de balance-là, donc, il fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il a aussi une spécificité, c'est qu'il va prendre le rythme cardiaque de la personne, quand vous allez vous poser dessus. Et avec le rythme cardiaque, il fait une deuxième mesure en plus. Il va être capable de faire ce qu'on appelle la vélocité d'onde de pouls, qui va calculer la vitesse à laquelle le sang circule dans vos artères. Donc ça, c'est une mesure médicale qu'ils ont développée avec l'hôpital Georges Pompidou à Paris et qui permet d'anticiper ce qu'on appelle la rigidité artérielle et donc d'anticiper des risques d'infarctus ou de déficience cardiaque pour des personnes, voire d'hypertension. Donc là, ça veut dire que tous les matins, quand vous allez monter dessus, vous allez avoir une sorte de bilan. Et l'idée, c'est vraiment de dire, je vous maintiens en bonne santé, j'attends pas que vous soyez malade, et si je vois qu'il y a des paramètres qui commencent à devenir un petit peu dans une zone d'alerte, je vais avant que ça devienne trop grave ou critique, vous allez pouvoir anticiper, et ce qui a un impact positif pour tout le monde, d'abord en premier lieu, bien sûr, pour le patient, il va éviter de tomber gravement malade ou d'avoir une pathologie qui se dégénère, et même collectivement pour la santé, le système de santé, du coup, parce que les soins vont être beaucoup moins lourds, beaucoup plus simples, et on peut anticiper et se maintenir en bonne santé. Donc ça, c'est un changement de paradigme intéressant, et c'est pour ça que nous, en tant que designers, ça nous intéresse énormément de savoir comment on peut accompagner ce changement-là par des produits qui soient à la fois bienveillants, simples, et qu'on pourra utiliser de manière la moins invasive et la plus intuitive possible. On a fait pareil avec un tensiomètre. Donc les tensiomètres aujourd'hui, ça c'était un vrai. Alors le pèse personne, c'était entre guillemets assez facile. C'est un produit qu'on a l'habitude d'avoir chez soi. Donc en fait, on a juste redessiné et réinterprété le pèse personne pour intégrer cette fonction-là, comme je vous l'ai dit. Le tensiomètre, c'était un peu plus compliqué parce que c'est un appareil qui est typiquement un appareil utilisé par des médecins ou par le corps médical. Quelques personnes en ont chez eux, mais finalement pas tant que ça. L'utilisation de tensiomètre n'est pas si évident. Et du coup, c'est un appareil assez, dans son image, qui a été dessiné pour du personnel médical et qui a toujours une identité finalement un peu anxiogène. Et quand on a dû travailler sur ce produit, on s'est dit, il faut surtout pas ramener l'hôpital à la maison, parce que là, l'idée, encore une fois, c'est pas de prendre sa tension parce que j'ai un problème d'hypertension, c'est plutôt, encore une fois, dans l'anticipation. Je suis en bonne santé et je vérifie que je me maintiens en bonne santé avec cet appareil-là. Et tout l'enjeu était de dire comment on peut simplifier ça par le design, à la fois par l'identité et par l'usage. Et donc, on a eu, pareil, plusieurs versions. Là, je vous présente le dernier qui est sorti cette année, l'année dernière, qui est le BPM Core, qui est un tensiomètre relativement avancé, puisqu'il va faire différentes mesures. On a utilisé, du coup, avec Wizint, le fait que quand on fait une tension, on est pendant une trentaine de secondes, on va être dédié à la mesure, et donc on voulait faire remonter un maximum de mesures pertinentes liées à sa santé, mais de manière la plus simple possible. Donc là, il va faire trois choses. Il va mesurer la tension, il va faire une mesure d'ECG, donc il va faire un électrocardiogramme du cœur, et en même temps, il va pouvoir, avec un stéthoscope électronique, détecter des phénomènes de fibrillation auriculaire que vous pourriez avoir. Si jamais il y a une faiblesse au niveau cardiaque, il va pouvoir détecter les bruits du cœur, parce que souvent on fait la tension sur le bras gauche, et il va pouvoir donc détecter s'il y a des faiblesses au niveau cardiaque par ce stéthoscope électronique. Donc là, on a fait un gros travail d'ergonomie et d'image pour que capter toutes ces données-là avec les contraintes ergonomiques que ça impliquait et que ça se fasse le plus simplement possible, ça n'a pas été évident. Donc on a fait plein de protos pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus intuitif possible. Il n'y a qu'un seul bouton qui est sur le dessus du produit. Donc vous le mettez en route. Une fois que vous l'avez mis en place, vous calez votre bras contre votre torse. Vous mettez la main sur l'électrode qui est ici. Donc pareil, on n'a pas voulu traiter l'électrode comme une sorte de pince ergonomique, orthopédique. On a vraiment on a intégré dans le design du produit. Vous mettez juste la main mais très doucement contre le bas du cylindre. Et vous allez avoir un écran qu'on a fait. Alors là, on les a beaucoup embêtés parce qu'on voulait pas un écran noir. Et tous les écrans, souvent électroniques, sont des écrans noirs. Pour un produit qui 99% du temps est éteint. Donc on leur a dit, on va faire un design, on va dessiner un écran noir qui va se voir tout le temps alors qu'il va être allumé que 2% du temps. Allez. Donc là, du coup, on a fait un écran sous-cutané, c'est-à-dire que quand l'écran est éteint, on ne sait pas qu'il y a un écran, et c'est que quand on a besoin de le voir qu'il apparaît. Donc, je me permets d'avoir, c'est des petites choses, c'est des petits détails, mais qui du coup ramènent beaucoup plus de bienveillance et qui ramènent pas encore une technologie trop prégnante sur le produit, et c'est beaucoup moins anxiogène. On n'a pas l'impression d'avoir un produit technique comme ça où on se dit bon là ça y est, je suis malade. Déjà, on voit le produit, on a l'impression d'être malade en fait. Donc là, c'était vraiment essayer de contourner ça et se dire je vois le produit et essayer même de donner envie de l'utiliser en fait. Encore une fois, y compris par la nature des informations qui sont affichées.
un autre produit assez intéressant à travailler, qui est un produit qui est apparu il y a il y a quelques années, qui sont les fameux trackers d'activité. Les deux produits que je vous ai présentés, c'est des produits qui sont médicaux, qui sont certifiés médicaux, mais c'est des produits qui existaient et qu'on a redessinés en intégrant tous les services, les usages et les fonctions qu'on voulait pour les rendre connectés parce qu'ils sont devenus connectés. Mais il y avait des archétypes. L'archétype du tensiomètre existait, l'archétype du pacemaker existait. Quand on parle d'un tracker d'activité, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas d'archétype qui existe. Ça, c'est des capteurs qui vous permettent de suivre votre activité, que ce soit la marche, le nombre de calories, votre sommeil éventuellement si vous dormez avec, enfin un certain nombre de données liées à votre activité. Mais il n'y a pas d'archétype de ces produits-là. C'est des nouveaux produits qui sont apparus. Il y avait l'ancêtre du podomètre, mais qui était très utilisé. Et ce qui fait qu'on en retrouve dans plein de typologies de produits différents. Des capteurs d'activité, vous allez les retrouver dans des boucles de ceinture. Ça, c'est une ceinture qui va capter votre activité. Dans des montres, vous allez les retrouver dans des bijoux, dans des clips. Vous allez les retrouver aussi dans des bijoux. Vous allez les retrouver dans des t-shirts, qui sont des t-shirts qui vont capter votre activité, dans des petits appareils comme ça de device, dans des bracelets. Enfin, il y a énormément de typologies, voire dans votre smartphone qui fait aussi capteur d'activité. Donc, du coup, en tant que designer, on se dit comment on intègre cette fonction-là dans quelque chose qui soit autre chose qu'une prothèse technologique ou qu'un bijou, qu'un vêtement. Comment on fait pour que ça soit le plus naturel possible? Et on a fait un pari avec Wizink, c'était de dire on va intégrer ça dans une montre. Et en fait, quand on regarde ce qu'on a l'habitude de porter sur soi comme accessoire, la montre, c'est finalement le produit qui est le plus répandu. Et on va pas en faire un produit technologique. La technologie, encore une fois, on va la cacher. Toute l'interface, on va la gérer de manière analogique. Alors, c'est une montre qui est entièrement en électronique. Et vous voyez, il y a même pas de remontoir, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est que des micromoteurs, c'est qu'une batterie longue durée qui est à l'intérieur. C'est bardé de capteurs. Mais par contre, la restitution de l'information qui est faite à l'utilisateur est volontairement traitée de manière analogique sur cette première version qu'on avait faite, qui était la toute première, la montre activité, de façon à ramener quelque chose de beaucoup plus à la fois bienveillant, qui va s'intégrer dans la durée. C'est une montre qui a 1 an d'autonomie, on n'a pas besoin de la recharger tous les jours. Donc là aussi, c'est essayer de gommer toutes les frictions à l'usage qui fait que on sait que le taux de rétention, le marketing appelle ça le taux de rétention, c'est-à-dire combien de temps un objet, des capteurs de ce style-là sont utilisés. On s'aperçoit qu'au bout de 3 mois, il y a 60% des gens qui en général les abandonnent. Là, ils ont des taux de rétention qui fait qu'au bout de 10 ans, il y a plus de 50% des gens qui les utilisent encore. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, ce design-là a permis d'augmenter la durée d'utilisation de ces produits-là. Et pareil, une forme de bienveillance aussi à laquelle on est très attaché. C'est-à-dire que quand vous avez un produit avec un écran qui vous affiche le nombre de pas ou vos calories brûlées, même votre entourage peut le voir quand ça s'affiche. Là, on a juste mis une jauge entre 0 et 100. C'est vous qui, dans l'application, vous fixez l'objectif que vous voulez faire, que ce peut être nombre de calories, nombre de kilomètres parcourus, nombre de pas, et vous savez entre 0 et 100 où vous en êtes de votre objectif. Mais c'est pas quelque chose qui va être lisible par quelqu'un d'extérieur, il n'y a que vous qui allez pouvoir l'interpréter en fait. Donc en fait, vous protégez aussi d'une certaine manière ce que vous faites. Vous affichez pas ça sur l'extérieur. Et la dernière version, donc j'aurais pu faire plus de slides là-dessus. Alors celle-ci, c'est la montre qui vient de sortir, qui est sortie il y a 1 mois et demi. Qui est la Move ECG. Donc là, aujourd'hui, il y a 2 acteurs dans le monde qui sont capables de faire des électrocardiogrammes, d'intégrer la fonction d'électrocardiogramme dans une montre. Il y a Apple et Withings. Et donc, c'est une montre qui va faire mesurer votre activité, mais qui va mesurer aussi, qui va être capable de faire un électrocardiogramme précis en 30 secondes, détecter du coup de la fibrillation auriculaire, parce que tout l'enjeu de ce suivi cardiaque, il fait que ça a du sens. En fait, quand vous allez voir un médecin, il peut vous faire un électrocardiogramme. À l'instant T, il sera très bon. Mais le lendemain, vous pourrez avoir des signes de fibrillation qui n'ont pas été détectés, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'avoir justement ce suivi tous les jours qui va permettre de détecter des anomalies dans votre rythme cardiaque et donc d'anticiper des pathologies lourdes. Donc ça, la montre est capable de le faire. Elle a jusqu'à 30 jours d'autonomie. Et en plus, elle a des capteurs qui permettent de vérifier la qualité du sommeil et principalement de détecter l'apnée du sommeil pour les gens qui sont sujets à ça, qui sont assez nombreux et qui ne détectent pas les phénomènes d'apnée du sommeil avec toutes les conséquences physiologiques qu'il peut y avoir derrière. Et tout ça intégré dans un produit, encore une fois, qu'on a voulu bienveillant, le moins numérique possible. On a intégré un écran OLED parce qu'il y a pour faire des renvois d'informations liés à l'ECG, on était obligé de passer par là. Mais encore une fois, cet écran, on l'a intégré dans des codes plus proches de l'horlogerie que de l'écran
que une sorte d'ordinateur au poignet qu'on aurait au poignet. Sevenux. Alors le fameux produit est là. C'est comment un produit, si je reprends un peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure, où le marketing a eu du mal, enfin en tout cas ils ont eu du mal à diffuser ça, mais leur innovation était assez intéressante. Ils ont décidé de développer une télécommande universelle pour tous les objets connectés de la maison. Ils sont partis du principe qu'aujourd'hui, justement, tous les objets connectés qu'on a chez soi, qui peuvent aller du thermostat, son ampoule connectée, son enceinte connectée, sa télé, tous les produits qu'on va avoir, nécessitent des interfaces spécifiques. Et on passe tout le temps soit par une télécommande spécifique, soit par une interface via son application spécifique. Ce qui peut paraître intéressant, parce qu'ils veulent tous, encore une fois, je le disais tout à l'heure, simplifier la vie des utilisateurs, mais ça oblige les personnes à chaque fois à apprendre un nouveau langage. Alors, quand on a une application et qu'on utilise à chaque fois une application spécifique pour commander son enceinte ou son thermostat ou son ampoule, ça peut paraître rien, mais on oblige l'utilisateur à chaque fois à rentrer dans des modes d'interaction spécifiques, lui apprendre une nouvelle façon de régler, et donc c'est connectivement, c'est pas très évident. Puis en plus, bon, il faut aller chercher l'application, il faut réveiller son smartphone, ou alors on a 10 télécommandes sur sa table et on sait, voilà, c'est une sorte d'enfer, et finalement, ce qui doit simplifier, ça devient juste très compliqué à utiliser et c'est pénible. Et ils ont développé une technologie de point and click, qui est une télécommande qui va être géolocalisée très précisément dans l'espace et qui permet simplement, en pointant l'objet que vous voulez contrôler, faire apparaître automatiquement l'interface de l'objet sur l'écran et de pouvoir le contrôler directement avec cette télécommande-là. Donc, une fois que vous avez paramétré, et c'est assez simple, hein, ils ont plus de 12 000 appareils qui sont aujourd'hui compatibles avec leur protocole, vous allez l'associer à la télécommande, et dès que c'est associé, juste en pointant l'objet, qui sera géolocalisé dans l'espace, vous allez dire, ben là, je pointe ma télé et je peux contrôler ma télé, je pointe mon enceinte, je peux lancer de la musique, je pointe mon thermostat, je peux régler ma température. Donc, on a développé une interface avec eux qui est, pareil, un langage universel qu'on a essayé d'avoir, qui est de dire que pour augmenter ou baisser une intensité, que ce soit sonore, que ce soit lumineuse, ou que ce soit une intensité pour la température, chauffer plus ou moins, c'est uniquement un mouvement de haut vers le bas. Pour allumer, éteindre, on tape sur l'écran. Et pour changer un état, c'est-à-dire changer une piste, changer de chaîne, ou changer la couleur de ma lampe, par exemple, je viens faire un balayage de gauche à droite. Donc, on s'est rendu compte qu'avec ces interactions très simples, il y avait, 80% des actions qu'on fait avec ces produits-là, des interactions qu'on a avec ces objets-là, qui sont couvertes par ça. Voilà. Avec aussi des scénarios hautes qui fait que, comme c'est des scénarios un peu sans fin, je pointe ma fenêtre, je peux afficher la météo. Je pointe ma porte d'entrée, je peux commander un Uber, par exemple. Voilà. Et donc, toute une série d'interactions qu'on peut faire avec cette télécommande qui va être chez soi et qui va permettre d'être une sorte de compagnon pour contrôler de manière simple tous ces objets connectés qui aujourd'hui ont tendance qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Pour conclure là-dessus. Oui. Ouais. Non, je prends juste la parole 2 minutes pour dire qu'effectivement, à 13h, en fait, la room. J'arrête. Non, oui, voilà. Mais c'est que, et ce que je voulais dire, voilà, à tous et à chacun, et puis aussi par rapport à ton intervention qui est hyper intéressante. Et je vais le dire aussi de manière paradoxale, qui est peut-être angoissante dans l'ensemble de toutes ces technologies, mais en fait extrêmement rassurante, ou en tout cas encourageante dans la manière dont tu le présentes. C'est-à-dire que effectivement, c'est la technologie, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Exactement. Et comment tu vis ça au quotidien? J'ai fini de toute façon. Du coup, on peut laisser. Je veux pas passer les dernières slides en détail. J'ai fini. Voilà.